Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande comment est-ce que les banques centrales vont réagir aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Bonjour Bastien. Bonjour. Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM. C'est la semaine de l'éducation financière sur Boursorama, donc c'est pour ça qu'on a mis un décor spécial pour apprendre de manière détendue. Bon, les banques centrales, est-ce qu'elles seront détendues ou pas? Tiens, est-ce qu'elles vont faire preuve de sang-froid? C'est la semaine des banques centrales. Oui, on a le comité de politique monétaire de la Fed ce soir et de la BCE demain. A priori, elles ne vont rien faire et vraiment prendre le temps de réagir à ce qui est en train de se passer, notamment sur les marchés du pétrole et du gaz. Bon, donc elles ne vont rien faire en termes d'action. Après, il y a la parole. Elles vont dire des choses. Ouais. On imagine qu'elles seront prudentes, qu'elles ne vont pas trop s'avancer. Parce que pour l'instant, c'est le brouillard pour tout le monde. Oui, on peut penser que là, justement, elles ne vont rien faire, qu'elles vont dire qu'elles vont prendre le temps d'étudier les conséquences, finalement, sur l'économie, sur l'inflation, de la hausse des prix du pétrole, avec peut-être l'idée que d'ici le prochain comité de politique monétaire, eh bien, les prix du pétrole auront rebaissé. Et donc, on peut penser qu'il y aura peut-être un statu quo un peu plus prolongé des banques centrales si effectivement les prix du pétrole rebaissent un peu plus tard dans l'année. Alors, pour que le prix du pétrole rebaisse, il faut que ce détroit d'Ormuz que personne ne connaissait dans le grand public il y a encore 15 jours, et que maintenant tout le monde connaît, puisque un quart, en gros, des hydrocarbures, pétrole et gaz, passe par ce canal. Aujourd'hui, on a à peu près, je crois, les 2 tiers qui sont à l'arrêt, puisqu'il y a un tiers de cette production au Moyen-Orient qui passe par d'autres voies. Mais tant que le détroit d'Ormuz reste fermé, ou en tout cas impraticable, peut-être plusieurs jours, semaines, mois, personne ne sait. Pour l'instant, on a le pétrole à 100 $ et ce n'est pas une bonne équation pour les banques centrales d'avoir un pétrole qui reste au minimum à 100 $. Non, c'est sûr. En fait, plus le temps passe, plus l'effet sur les prix du pétrole sera élevé. Pourquoi ? Parce que les pays producteurs de pétrole du Golfe avaient des capacités de stockage qui étaient limitées. Et au fur et à mesure, les différents pays arrivent à la saturation de leur capacité de stockage. Et donc, ils arrêtent de produire. Donc, ils doivent arrêter leur production. C'est le cas de l'Irak qui a déjà baissé sa production de 3 millions de barils jour. Et si on prend en compte tous les pays du Golfe actuellement, on a une production qui a baissé de 8 millions de barils jour pour un marché qui fait à peu près 100 millions dans le monde. Donc, on a quand même déjà un impact assez important en termes de baisse de la production sur les derniers jours. Donc, qui peut pallier à ces 8 millions de barils jour qui manquent à l'appel? Alors, il y a des solutions de court terme. Les pays développés ont remis sur le marché des centaines de millions de barils qui constituaient des réserves stratégiques. Donc ça permet finalement de compenser la perte de production sur 2 ou 3 semaines, mais ça ne permettra pas de compenser une perte de production qui serait plus longue que ces, disons, 3 semaines. C'est difficile de faire des conjectures, mais si on restait au niveau où on est actuellement, ce qui semble être un plancher, 100 $ le baril, sachant que chaque jour qui passe et où le détroit est fermé, la production est arrêtée, ça prend du temps à remettre en marche. Où va le pétrole et donc l'inflation? Parce que les deux sont éminemment liés. Si le détroit d'Ormuz restait bloqué plus longtemps que ces 3 ou 4 semaines qui arrivent, on pourrait imaginer des prix du pétrole qui remonteraient beaucoup plus que ce qu'on a actuellement. Donc là, il y a vraiment la durée du conflit, elle est complètement clé pour les prix du pétrole. Et après, pour l'impact sur l'inflation, là, c'est une question qui est compliquée. Parce qu'il y a un effet direct sur l'inflation. Les prix à la pompe remontent partout, en Europe, aux États-Unis. Alors, j'ai fait le calcul que... 25% des prix à la pompe aux États-Unis ont pris en 15 jours. Et donc, dès le mois de mars, on aurait une inflation totale aux États-Unis qui remonterait d'un demi-point au moins. Donc on a 2,4, on passerait autour de 3%. Autour de 3% à peu près d'inflation aux États-Unis. Donc l'effet serait assez direct. Après, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on aura comme effet de second tour? Parce qu'à chaque fois qu'on a des... C'est quoi un effet de second tour? C'est quand la hausse des prix du pétrole fait qu'il y aura d'autres prix dans l'économie qui vont devoir remonter parce que le pétrole, c'est un input pour des entreprises, par exemple, pour des usines. Et ça peut déclencher des hausses de revendications salariales pour les salariés qui font face
face à ces hausses de coûts donc à la pompe. Et en fait, on peut penser que ces effets de second tour seront peut-être un peu moins forts que ce qu'on a vu en 2022, pour essentiellement deux raisons. Parce que le contexte économique n'est pas le même. Et parce que le contexte économique n'est pas le même, parce que les marchés du travail sont beaucoup moins tendus qu'en 2022. En 2022, on avait vraiment, c'était le pic du nombre de postes ouverts partout dans les pays développés. Il y avait vraiment une très forte des entreprises qui recrutaient vraiment beaucoup à l'époque. Les marchés du travail étaient très très tendus. Actuellement, ils sont quand même moins tendus que ce qu'on avait en 2022. La deuxième explication, c'est qu'à l'époque, on sortait du Covid et il y avait eu des politiques budgétaires qui avaient été extrêmement expansionniste, les États avaient vraiment dépensé beaucoup d'argent et ça avait aussi contribué finalement à une sorte de spirale inflationniste et ça on ne l'a pas aujourd'hui, donc on a ces deux éléments. Et donc ça fait une inflation, on a dit 0,5 points de plus aux États-Unis, donc 3%, en zone euro on est à 2, on passe aussi à 2,5, on rajoute 0,5. Ça serait à peu près la même chose parce que ça reste gérable. Oui. C'est inconfortable. C'est inconfortable, pour les banques centrales, mais ça reste gérable. Mais encore une fois, il faut rester vigilant et les banques centrales vont rester vigilantes, même si ce que je viens de dire, je le pense vraiment sur les effets second tour qui seraient moins forts qu'en 2022. Il peut y avoir d'autres effets qui pourraient se matérialiser si le détroit d'Ormuz restait fermé, parce qu'il y a aussi des engrais qui passent par là. Le prix des engrais a beaucoup augmenté, et ça, on le verrait dans les indices d'inflation dans 9-12 mois, parce que ça implique une inflation alimentaire qui est très retardée. Donc on aurait par exemple ça. On peut penser à des éléments qui sont un peu, qu'on n'identifierait pas forcément tout de suite, comme le prix de l'hélium qui a beaucoup monté. Il y a de l'hélium qui transite également à cet endroit-là. Et ça, c'est nécessaire pour construire des semi-conducteurs. S'il y avait une pénurie d'hélium, on aurait des prix des semi-conducteurs qui augmenteraient également beaucoup. Et on peut aussi penser aux autres pénuries qu'il y a actuellement dans l'économie. Il y avait déjà, avant ce conflit, des pénuries sur, par exemple, les puces électroniques de mémoire. Et on voit déjà que le prix des biens électroniques est en train de remonter un petit peu partout, les téléphones, les voitures, les téléphones, les ordinateurs notamment. Et ça, on a cette crise qui va s'ajouter finalement à ce phénomène-là et ça peut induire une inflation qui est un peu plus généralisée. Donc la durée du conflit, encore une fois, elle est complètement clé. C'est pour ça que les banques centrales vont être vigilantes. Mais 2026 n'est pas 2022 à vous écouter. Non. On ne retournera pas vers 6% d'inflation en France et 10% ailleurs dans le monde. Non, parce qu'en plus de ça, on a... On est sûr. Si le pétrole va à $400, effectivement, ça change. Non mais voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Après, il y a quand même des choses qui sont différentes par rapport à 2022. Je pense notamment au prix du gaz. Le prix du gaz naturel sur les marchés de gros en Europe, il a augmenté sur les dernières semaines, on l'a vu. Autour de 50%, pas loin de 50%. 50%, mais comme le pétrole. On reste 4 ou 5 fois plus faible, avec des prix 4 ou 5 fois plus faibles que ce qu'on a vu lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Oui. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la Russie, ça représentait à peu près 40% des importations de gaz naturel de l'Europe. Actuellement, le Moyen-Orient, c'est très faible dans les importations de gaz naturel de l'Europe. Le Qatar, par exemple, c'est le pays qui est le plus important pour l'Europe. C'est moins de 4% des importations de gaz naturel de l'Europe. Donc on n'a pas de problème d'approvisionnement de gaz en Europe puisqu'on est bien diversifié. Exactement. On a retenu les leçons de la crise. Et notamment avec le coup de pression de Donald Trump, qui finalement a été, on va dire, une bonne chose pour l'économie européenne, parce que dans le cadre de l'accord commercial qu'il y a eu entre l'Union européenne et les États-Unis en 2025, l'Europe s'est engagée à importer de plus en plus de gaz naturel, enfin de gaz naturel liquéfié de la part des États-Unis. C'était déjà une tendance, en fait, depuis 2022. C'est le fait qu'on importe de plus en plus de gaz des États-Unis. Et effectivement, il y a eu une diversification des approvisionnements qui fait qu'il n'y a pas de risque actuellement de ce point de vue pour le gaz en Europe. Donc pas de problème d'approvisionnement pour le gaz. On peut dire pareil pour le pétrole ? C'est un peu moins le cas pour le pétrole. Je dirais il vient d'où notre pétrole qu'on utilise en Europe ? Il vient notamment des États-Unis, il vient par exemple du Kazakhstan, il vient par exemple du Nigeria. Donc là, on a vraiment aussi une diversification de la provenance. On n'est pas dépendant du détroit d'Ormuz ? On est quand même un peu dépendant. Je dirais que le Moyen-Orient, c'est aux alentours de 15% des importations de pétrole de l'Union européenne. Donc c'est pas rien, c'est plus que pour le gaz, mais on a quand même une base qui est assez diversifiée. C'est pour ça pas le cas de l'Asie d'ailleurs, soit en passant. Ce qui n'est pas le cas de l'Asie. Plus du pétrole. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas encore, on n'a pas entendu parler, malgré tout ce qui se passe, de pénurie éventuelle d'essence, par exemple, dans l'Union européenne.
Bastien, on a vu l'impact avec un baril actuellement à 100 $ sur l'inflation. Maintenant, sur la croissance, évidemment, le gouvernement de la Banque de France l'a dit, c'est plus d'inflation et donc c'est moins de croissance. On peut la quantifier, cette perte de croissance pour la zone euro? La quantifier, non, c'est très difficile. Oui. Alors après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas avoir un discours qui est catastrophiste, parce qu'on a ce qu'on appelle l'intensité pétrole, c'est-à-dire la quantité de pétrole qu'il faut pour produire une unité de PIB mondial, qui est beaucoup plus faible qu'il y a quelques décennies. Ça a baissé de plus de 60% par rapport à 1980. Pourquoi? Parce que les moteurs sont plus efficaces, parce que les procédés industriels sont plus efficaces, ils utilisent moins de pétrole. C'est aussi parce que les économies sont beaucoup plus centrées sur les services notamment. On avait vraiment eu un déplacement vers les services sur les dernières décennies. Donc l'impact finalement d'une hausse des prix du pétrole sur la croissance, il est moins fort qu'il y a quelques décennies. Donc ça, c'est une première chose. Si on regarde les dernières estimations qu'il y a pu y avoir, par exemple, de la part de la Fed, des estimations récentes, ça nous dit qu'une hausse de 10% du prix du pétrole, c'est à peu près 1/10 de moins sur la croissance. Donc là, 30 $ égale 0,3. Alors oui, c'est à peu près ça. En fait, ce qu'il faut prendre comme base de référence, je pense que c'est plutôt les prix du pétrole en décembre 2025, parce qu'il y avait déjà des prix du pétrole qui ont augmenté en janvier et en février, en anticipation justement de... On était à 60 $? On était à peu près à 60 $. Donc 40 $, 0,4 points de croissance en moins. En zone euro ou aux États-Unis? Et en zone euro, l'estimation, elle est à peu près équivalente. Okay. Après, ces estimations, elles sont évidemment déjà, l'élasticité en réalité, elle est assez incertaine. On ne sait pas si c'est 1/10 de point de croissance pour 10% d'augmentation du prix du pétrole, ou si c'est 2/10. Ça, bon, voilà, il y a déjà une petite incertitude sur cette élasticité. Il y a un effet cumulatif aussi après d'ailleurs. Il y a un effet cumulatif, et puis après, il y a aussi le fait que le pétrole ne va pas forcément rester au même niveau sur toute l'année. Il va peut-être rebaisser à un moment donné, ce qui fera que l'effet sera un peu nuancé au cours de l'année. Donc, réaction des banques centrales, est-ce qu'elles vont garder la tête froide? Est-ce qu'elles vont faire preuve de sang-froid? Oui, a priori à court terme, pas de réaction, dire qu'elles sont vigilantes, qu'elles sont prudentes, qu'elles vont analyser. Oui. Mais si derrière on restait avec un pétrole cher, au-delà de 100 $, 100 ou 140, 150, c'est plus la même histoire, mais bon voilà. Ça veut dire peut-être des hausses de taux pour la BCE dans l'année, ça veut dire peut-être plus de baisse de taux de la Fed dans l'année. Ça change encore une fois l'équation. Donc là, pour les comités de politique de cette semaine, évidemment, elles ne vont rien faire. Mais si pour le prochain comité de politique monétaire, généralement, c'est dans 8 semaines. Ouais. Si pour les prochains, il n'y a pas eu de normalisation des prix du pétrole, ça voudra dire que les détroits d'Ormuz sera resté fermé. Ça voudra dire que tout ce qu'on s'est dit depuis le début sur le prix des engrais, se traduira par une inflation un peu plus forte plus tard dans l'année. Et là, on pourra imaginer éventuellement finalement une tonalité, une communication qui serait plus offensive, voire peut-être des hausses de taux de la BCE. D'ailleurs, c'est ce qui est anticipé par les marchés actuellement. On a des marchés qui anticipent que la BCE remonterait ses taux 2 fois cette année, à peu près. Et donc, on aura un taux de dépôt qui reviendrait de 2% vers 2,5%. Et ça change pour les marchés actions, ça change les choses. Évidemment, parce qu'on avait... Pour tous les marchés. Une anticipation en début d'année que la Fed baissera ses taux, que la BCE garderait ses taux inchangés, voire baisserait ses taux sur l'année. Et c'était notamment le pricing de marché était assez proche de ça. Et le fait qu'on ait des politiques monétaires qui soient moins accommodantes que ce qu'on aurait pu prévoir, évidemment, ça joue sur les marchés. Et la Fed, elle fait quoi? On finit là-dessus, Bastien. On dit que la BCE potentiellement pour augmenter 1 à 2 fois les taux cette année. Ce qu'attendent les marchés, est-ce qu'elle le fera la BCE? On verra bien. Et la Fed, elle fait quoi avec la pression de Donald Trump qui veut baisser les taux, des données économiques aux États-Unis qui ne sont pas très bonnes. On a eu la croissance du T4 2025 divisée par 2, c'est quand même pas rien, 0,7 au lieu de 1,4. Ouais. Et puis destruction d'emplois au mois de février, quasiment 100 000 jobs détruits. Révision à la baisse sur les mois précédents. Le momentum n'est pas bon en plus pour l'économie. En fait, entre la BCE et la Fed, il y a quelque chose qui est un peu différent parce que le mandat n'est pas le même. Il y a un mandat qui est dual pour la Fed, il faut qu'il se focalise aussi sur le marché du travail en plus de l'inflation. Et effectivement, ça fait à peu près 1 an qu'il n'y a plus du tout de création d'emplois aux États-Unis. Ça fait à peu près du 0 emploi créé depuis 1 an. On a un taux de chômage qui remonte lentement mais sûrement. Et la Fed doit aussi prendre en compte finalement la dégradation du marché du travail. Et donc c'est pour ça que la Fed peut quand même malgré tout baisser ses taux cette année. Même si l'inflation retournait à 3%, la Fed pourrait baisser ses taux. Alors, il faudrait voir, évidemment... Dans l'histoire, je ne suis pas sûr que ce soit déjà arrivé. Il faudrait voir le caractère temporaire. Est-ce que les prix du pétrole rebaissent ou pas? Et ça sera une variable qui sera clé, malgré tout. Allez, merci beaucoup. Explication signé Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRM. Merci. Merci. Megatrend revient très vite sur Boursorama.